Bonjour à tous. Olivier Serva prend-il définitivement ses distances avec la majorité présidentielle? Pourquoi tourne-t-il ainsi le dos à La République En Marche? Faut-il y voir une stratégie née des résultats de la dernière présidentielle en Guadeloupe? Olivier Serva, député sortant de la première circonscription et candidat à sa propre succession, est l'invité de Franc-Parler. Olivier Serva, bonjour. Bonjour M. Fendéré et bonjour aux téléspectateurs de TV. Soyez le bienvenu. Vous avez donc repris votre liberté et les électeurs de la première circonscription doivent vous croire sur parole. Bien, je ne me suis jamais senti enfermé. J'ai toujours défendu les intérêts de la Guadeloupe. Dès 2017, quand il s'agissait de créer le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale où ma majorité ne voulait pas, le président de la République m'avait dit non, j'ai tenté. Nous n'avons pas réussi. Nous sommes arrivés à 12 députés, il en fallait 15. Je crois que c'est le chemin à avoir, le chemin des Outre-mer pour défendre les Outre-mer, créer ce groupe à l'Assemblée nationale. Ensuite, j'ai eu à voter contre, par exemple, la réforme de l'abattement fiscal. On l'aumône qu'a dit n'importe qui bitait, qu'ils aillent vérifier le vote. J'ai voté contre. Ensuite, je n'ai pas voté la confiance au gouvernement Castex, je le trouvais trop à droite. Et enfin, pour la crise sanitaire, dès qu'il s'agissait de défendre les intérêts des Guadeloupéens, j'ai eu à dire non. Donc je me sens libre. Et quand cette liberté se trouve confrontée à une surdité, à un côté aveugle et un côté où on ne tient pas compte des Outre-mer, eh bien, je m'en écarte. Voilà ce que j'ai fait, tout simplement. Pourquoi n'avoir pas pris cette décision plus tôt? Ben, écoutez, nous sommes élus en 2017, sous la bannière En Marche. On doit dire qu'à cette époque-là, 5 ans auparavant, on avait un président jeune qui semblait vouloir réformer la France. On lui a fait confiance. Il était à la fois de droite et de gauche. Il avait de bonnes idées, un certain dynamisme. Et on a voulu y croire. Et puis c'est comme dans un couple. On se rencontre, on se fiance, on vit ensemble et parfois ça ne va pas. Jusqu'à ce qu'on communique et on se rende compte que ça ne va toujours pas, eh bien on se sépare. Voilà où on en est pour la prochaine législature. C'est le bon moment, le moment de pouvoir poser sa candidature Guadeloupe-Douvant. C'est-à-dire que nous allons sur notre propre bannière et puis tous ceux qui veulent nous soutenir le feront. Oui. Vous avez été durant toute la mandature quand même président de la commission Outre-mer à l'Assemblée nationale. Absolument, oui, j'ai été président. Pas de regret ? On a fait un beau travail, je crois. On a porté le plus haut possible les intérêts des Outre-mer. Par exemple, juste un exemple qui est issu de cette délégation d'Outre-mer, 27 députés sur les 11 territoires et sur les 3 océans. Langue et culture régionale. C'est grâce au travail de la délégation que j'ai eu l'honneur de présider que nous avons pu mettre à l'honneur les 27 langues régional, il n'y a pas que le créole, et on a pu démontrer, faire démontrer à l'Assemblée nationale et au ministère de l'Éducation nationale qu'il était bon d'enseigner les langues et cultures régionales, par exemple le créole, aux enfants pour qu'ils soient contextualisés et mieux apprendre. Et ça, c'est une avancée extraordinaire. On a eu d'autres combats à mener, notamment dans la crise sanitaire. Donc je crois qu'on a fait notre job, on a fait beaucoup de rapports, beaucoup de remontées, beaucoup n'ont pas été entendus, certains n'ont pu avancer. Olivier Serva fait donc désormais partie des déçus du macronisme et il ne craint pas les représailles, d'où qu'elles viennent, représailles politiques. On ne peut pas craindre les représailles quand on peut regarder son peuple droit dans les yeux, M. Fendéré. Quand à chaque décision que j'ai prise depuis 2017, je l'ai prise en âme et conscience dans l'intérêt de ma population. Et donc, s'ils ne sont pas contents, là-haut, c'est leur affaire. Moi, je suis un élu du peuple. C'est le peuple qui m'a donné mandat. Et donc, j'essaie d'entendre les battements de son cœur et puis ses demandes, ses attentes. Et on ne peut jamais être éloigné de son peuple. Et si ça ne convient pas aux autres, eh bien, ainsi soit-il. Vous jouez gros, mais vous l'assumez visiblement. Pas fait de la politique, Fendéré. C'est-à-dire que je n'étais pas en politique hier. Vous n'êtes pas un politique professionnel, c'est ça? Non. Je suis un homme politique qui veut s'engager pour son pays sincèrement et être le plus utile possible. Donc, bien écoutez, si la population ne me donne pas son assentiment majoritaire, j'en prendrai acte et en créerai pour activité normale à moi. Ce n'est pas donc une posture ni une stratégie pour fixer l'électorat mécontent? Ben écoutez, depuis 2017, on peut prendre ma stratégie de vote et à chaque fois qu'il y a eu à choisir entre mon parti et la Guadeloupe, j'ai choisi la Guadeloupe qui est en fait mon parti. Donc stratégie, non. Depuis 2017, on a pris des positions et depuis 2020, on a dit non sur la crise sanitaire. On ne voulait pas qu'il y ait ce pass sanitaire en juillet 2021. Pourquoi, M. Fendéré? Et ça, c'est un cas de séparation important. Au moment où le président de la République dit
je veux que les Français fassent le pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il s'adresse à 55% de Français de France hexagonales vaccinés. Sauf que nous, ici, nous à 25%. Je le dis à Véran, je le dis à Castex, je le dis au président, je le dis à Lecomte, je leur dis mais ça ne marchera pas puisque ici on est majoritairement non vaccinés. Il ne faut pas attendre marche. Résultat des courses, ça ne s'applique pas le 15 septembre, ça ne s'applique pas le 15 octobre, ça ne s'applique pas le 30 novembre, ça ne s'applique pas le 31 décembre. Et entre-temps, vous avez de la douleur, de la violence, des barrages et puis finalement du mécontentement guadeloupéen. La suspension des soignants non vaccinés, à un moment où il fallait le dire il y a quelques mois, il fallait être courageux, je peux le dire, pour s'adresser à la minorité, parce qu'il y avait une majorité de soignants vaccinés, mais une minorité n'était pas vaccinée. Je me suis dit non, on ne peut pas les laisser parce que nous sommes dans des déserts médicaux. Nous sommes dans une situation où on a besoin de nos bras, de nos mains, de nos têtes, de nos soignants au chevet des malades. Et puis derrière ces soignants, il y a des familles, il y a des étudiants qui, j'ai appris, je les ai vus, doivent retourner, c'est insupportable. Et donc pour toutes ces raisons, ils ne peuvent pas traverser la rue et trouver notre travail en tant que soignants. Donc je demande la réintégration imminente, sans délai, de ces soignants non vaccinés. Et je demande aussi à ce que le temps où ils n'ont pas été payés, que ce soit indemnisé. D'ailleurs, on m'a fait une remarque intéressante ce matin. Mais ça était déjà dans le budget à l'hôpital de payer ces mounins pour travailler à eux. Donc ils n'ont pas été payés, après l'argent que nous avons pris en côté, c'est l'argent qui est là, donc on le leur donne. Très bien, donc c'est votre proposition pour en sortir? Très clairement, pour qu'on en finisse avec cette affaire-là, parce que nous sommes dans des déserts médicaux. D'ailleurs, c'est prévu dans la loi du 5 août 2021 sur le pass sanitaire. Le président de la République, via le gouvernement, peut prendre un décret en disant, vu la situation sanitaire qui s'est un petit peu détendue, on peut réintégrer les soignants non vaccinés. Prenons l'exemple de la grippe. Aucun soignant n'est obligé de se vacciner contre la grippe. C'est fortement recommandé. Eh bien, faisons ainsi. Et d'ailleurs, on peut prendre l'exemple des pompiers. Nous, en Guadeloupe, avec le conseil départemental, nous avons dit quoi? Nous payer, forcer ces pompiers-là vaccinés. C'est ce qu'on a dit. Mais par contre, on leur a demandé de faire des tests PCR toutes les 48 ou 72 heures pour pouvoir s'assurer que lorsqu'ils vont au plus près des patients, qu'ils soient indemnes de Covid. Donc on peut trouver des solutions alternatives. On n'a pas été entendu pour des questions sûrement politiciennes. Ils s'adressaient à leur majorité nationale, dont acte Yoeli. Donc peut-être que leur stratégie était bonne, mais pour nous, ils n'étaient pas bon. Donc c'est pour ça que je m'en éloigne. Parfait. S'il fallait parler du bilan du député Olivier Servat durant ces 5 dernières années, même si on l'a évoqué un petit peu là. Eh bien écoutez, je vous ai remis un document de 112 pages qui retrace notre activité. Alors ça prendra beaucoup de temps, mais je peux vous donner quelques éléments emblématiques dont je suis fier. L'usine de Marie-Galante, M. Fondéré. Si l'usine de Marie-Galante fonctionne aujourd'hui, c'est grâce à votre député, je m'explique. Vous avez vu que l'usine, la chaudière a explosé l'année dernière et s'en sont suivis à peu près un mois où moun pas comprendre moun ka babie moun blocage et lui peut pas parler avec Savaï, qui peut pas parler avec la région, qui peut pas parler avec l'interprofession. Eh bien, à un moment donné, un samedi après-midi, je suis chez moi, Jean-Pierre Caillard m'appelle. Qui est Jean-Pierre Caillard? C'est l'actionnaire principal de la COFEP qui possède l'usine, mais c'est surtout l'homme qui possède 55% des vins spiritueux et alcool en France, 25e fortune de France. Et il me dit très clairement, Monsieur le député, je vous demande s'il vous plaît de rentrer dans cette affaire-là et d'intervenir parce que sinon l'usine va fermer. Et il rajoute, vous savez, l'usine de Marie-Galante, c'est 0,5% de mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'elle ferme demain, ça ne change rien à ma vie. Mais par contre, il tient à l'usine et là, s'en sont suivis 15 jours où on n'a pas dormi, où j'ai appelé le ministre Lecomte. Il m'a dit, oh là là, Olivier, c'est compliqué. Depuis, le ministre dit, oh là là, Olivier, c'est compliqué. Grosso modo, en tête, ça j'affine. J'appelle Gustin, le directeur de cabinet. Il m'a dit, oh là là, monsieur le député, je vous déconseille de rentrer dans cette affaire-là, vous allez vous abîmer. J'appelle le préfet Rochat qui me dit, monsieur le député, on a déjà tout essayé, ça ne marche pas. J'appelle le sous-préfet, André, qui me dit, ah, je sors de négociation, c'est impossible, il n'y a pas de discussion possible. Je prends mon bâton de pèlerin et on travaille pour pouvoir trouver des solutions pour à la fois la réparation de l'usine, mais la modernisation de l'usine. Ça, j'en suis très fier. Deuxième chose où je suis très fier, il y a une préfète à Marie-Galante. Ça part d'une constat de l'opération du Saint-Esprit, M. Fondéré. Comment ça s'est fait? Le préfet Rochat, qui est un homme très bien, nous avons discuté, on a dit que pour Marie-Galante, on ne va pas se contenter juste de réparer l'usine, moderniser. Il faut que pour Marie-Galante, qui perd 15 000 habitants depuis 25 ans, arrêter l'hémorragie et avoir un plan global.
eh bien, il me fait rencontrer le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est un homme puissant en France, il me rencontre avec son staff en France, directeur des Outre-mer, directeur des territoires, et il me dit, nous allons aider Marie-Galante, et donc on va créer une préfète, on va faire venir une préfète pour coordonner quoi? Coordonner à la fois la modernisation de l'usine et quelque chose de très important que je montre à vos téléspectateurs, le CRTE, contrat de relance et de transition écologique. Je le dis parce que ça, c'est l'outil d'ailleurs que nous avons voté au Parlement qui permettra d'avoir des actions concrètes pour Marie-Galante. J'en prends juste une. Oui. C'est marqué action validée dans la première mouture du CRTE. Ça veut dire que vous avez 29 millions d'euros qu'on a déjà validés pour Marie-Galante. Je prends juste un exemple, il y a au moins 30 lignes, je prends juste la première, un nouvel outil d'abattage pour les animaux des filières élevage, 3 50 000, qui paye État 610 000, Europe 1 830 000 et région 610 000. Voilà le job de la préfète. À Marie-Galante, elle n'était pas arrivée depuis la départementalisation, depuis 72 ans. Suivre le CRTE pour avoir des activités qui avancent rapidement à Marie-Galante et suivre la modernisation de l'usine. Dernier élément dont je suis fier sur le programme, même s'il y en aurait plein d'autres, concours nationaux à affectation locale. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un problème de démographie en Guadeloupe et en général dans les Outre-mer Martinique. Il y a une statistique terrible. En 2050, nous serons moins 100 000 Guadeloupéens, M. Fenderi, c'est terrible. Et on doit arrêter cette hémorragie-là. Donc on doit déjà permettre à nos enfants de rester sur place. Par exemple, je me suis battu pour qu'il y ait le deuxième cycle de médecine. On avait le premier, on avait le troisième, il faut le deuxième. Comme ça, nos enfants peuvent rester du bac jusqu'au doctorat de médecine en Guadeloupe. Mais ceux qui sont partis, il faut qu'on les fasse revenir. Et parfois, ceux qui sont partis hésitent à passer des concours. Ceux qui sont ici, par exemple, ils sont en catégorie B, fonctionnaires, ils se disent, on t'est bien passé en catégorie A, mais si je réussis le concours, je dois partir 1, 2, 3 ans en France, j'ai déjà ma famille ici, je perds les 40%, double loyer, séparation, ça pas bon. Donc parfois certains renoncent à passer des concours et les postes importants sont occupés par des gens qui ne nous ressemblent ni vous ni moi. Ça m'embête. Et donc, concours national affectation locale, c'est un amendement que j'ai fait passer il y a 3 ans qui permet à chaque haut fonctionnaire de pouvoir être sûr de passer un concours national, mais être sûr d'être affecté en Guadeloupe. Ça a déjà été fait pour la Bretagne, pour la Normandie. On le fera pour les Outre-mer. Voilà ce dont je suis assez fier. Très bien. Le candidat Servat est donc un candidat neuf, déterminé à ne plus être un député Godillot. Je n'ai jamais été un député Godillot. À chaque fois que j'ai eu à prendre position, je l'ai prise pour la Guadeloupe. Et on pourra retracer tous mes votes. Je peux vous dire que d'ailleurs, j'ai très tôt enlevé ma délégation de vote En Marche. Je votais moi seul, c'est-à-dire pas avec le groupe En Marche. J'étais le seul député à faire ça. J'étais le seul député à ne pas donner la confiance au gouvernement Castex en 2020. Et je suis un homme déterminé, je ne suis pas neuf. Au contraire, je suis un homme de plus en plus expérimenté qui aspire à être de plus en plus utile à la Guadeloupe. Une proposition que je formule pour la prochaine législature, que j'ai envie et qui m'excite beaucoup. Les fonctionnaires de la fonction publique d'État, fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale. Vous savez que les fonctionnaires dans la vie active touchent les 40%. Sauf que quand ils partent à la retraite, c'est une forme de catastrophe de pouvoir d'achat parce qu'ils perdent les 40%, ils retombent à leur indice et il y a sur leur indice un pourcentage de 80% de la retraite. Donc ils passent de 140 à 80, ils perdent la moitié de leur salaire. Ça pas bon. J'avais commencé à travailler, y compris avec la ministre de Montchalin de la réforme de la fonction publique territoriale, y compris avec les principaux syndicats guadeloupéens, les plus importants. Et ils seraient d'accord, ils sont d'accord sur le principe à permettre d'intégrer à la retraite la prime de vie chère. Ça permettrait de permettre aux retraités d'avoir un pouvoir d'achat. Mais comment faire ça? Pour l'instant, dans la vie active, sur les 40%, les actifs ne cotisent pas à la retraite. Donc il faudra, j'imagine, pendant la période active, intégrer une part de cotisation des 40% sur la retraite pour qu'à la retraite, ils puissent toucher leurs 40%. Ça aura deux effets. Pouvoir d'achat individuel, mais il y a un autre effet induit très intéressant. Souvent, dans les collectivités, y compris hospitalières et même territoriales, les gens, parce qu'ils ne veulent pas perdre de pouvoir d'achat, s'éreintent à travailler jusqu'à 65, 66, 67, il y a poussé parfois à 68 ans. Et souvent, ils touchent à ce moment-là beaucoup, ils sont parfois fatigués, mais ils restent, alors que si on pouvait les libérer avant parce qu'ils savent
qu'ils vont toucher une retraite plus importante, ça va pouvoir permettre à des jeunes de rentrer et soulager les finances des collectivités territoriales. Donc tout le monde est gagnant, voilà ce qui m'excite pour la prochaine législature. Pas question de toucher à l'âge du départ à la retraite, puisqu'on parlait de retraite à l'instant. Alors ça, c'est une vraie question. C'est une réforme qui est tendue aujourd'hui et on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de tout cela. Donc il faut être très prudent sur ça. Moi, je veux y aller pas à pas, prudemment. Mais une chose est sûre, c'est que ces mounas, ils ont parfois assez de travail, il faut les libérer pour qu'ils puissent faire autre chose, être utiles à la société civile, aux associations, à leurs petits-enfants, à leurs familles et pour eux-mêmes. Voilà ma philosophie générale. C'est une élection législative, ça ne nous a pas échappé, mais l'enjeu de cette première circonscription, c'est la bataille des abîmes. On se demande qui est le vrai candidat de la majorité municipale. Ce ne serait pas vous? Alors moi, je suis le candidat, je vais sur Guadeloupe-Douvant. Donc déjà, on est libre, on ne va sous aucune étiquette particulière. Et ensuite, je vais solliciter le soutien de ma première racine politique, qui est le mouvement Ecosabim. Et tous ceux et toutes les énergies abimiennes, y compris, qui souhaitent me soutenir, sont les bienvenus si elles estiment que j'ai un bon bilan et que j'ai bien travaillé. D'ailleurs, je voudrais avoir un petit point d'explication sur ma suppléante, M. Fandéré. La dernière fois, c'était Mme Marlène Miraculeux-Bourgeois, une dame très bien, de Capesterre de Marie-Galante, maire 3 fois. J'étais manifestement 5 ans plus jeune, elle était plus expérimentée, on a fait un bon tandem. Cette fois-ci, la question se pose de où est la suppléante? Eh bien, on la prendra du côté de Morne-à-l'Eau cette fois-ci. Pourquoi Morne-à-l'Eau? Eh bien, parce qu'il est important de faire tourner la suppléance, parce que c'est la première adjointe à Jean Bardaille, maire, président de la communauté, un ami, je dirais, politique, et puis rassurer les Marie-Galantais. J'ai travaillé, je vous ai dit, sur Marie-Galante avec des résultats très concrets pour l'usine, pour la préfète. J'ai été très présent à Marie-Galante. Je sors de Marie-Galante ce matin. J'y étais ce matin et hier soir. Et puis, nous avons une permanence à Grandbourg. Nous avons aussi une présence. Nous avons une attachée parlementaire de Marie-Galante. Et donc, je serai le député encore de Marie-Galante. Donc, il s'agit d'être utile et de pouvoir occuper au mieux la circonscription. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question sur le vrai candidat de la majorité municipale aux abîmes. Eh bien, je pense que tout le monde, y compris aux abîmes, peut dire que le député sortant a bien travaillé. Et je pense que tous ceux et toutes celles qui ont une observation fine de la politique comprennent qu'on peut poursuivre ce travail-là. Bien, vous ne me répondez pas. Mais que puis-je répondre si ce n'est que je sollicite le soutien de tous ceux qui veulent me soutenir et qui sont les bienvenus, parce que j'aurai bien travaillé. Olivier Servat, merci d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Franc-Parler. Merci à vous, M. Fandéré. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à votre rendez-vous du soir. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale.